visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous, la prochaine demi-heure même, je devrais dire. Aujourd'hui à l'émission, on aura le directeur du Centre Franco qui vient nous parler de la toute nouvelle campagne de recrutement d'enseignants qu'ils ont lancée il y a vraiment pas longtemps. On va aussi parler des expositions qui sont présentement à l'affiche au Musée canadien de la guerre. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Levesque d'Unique FM. C'est l'animateur de l'émission Confidence d'un leader. Et on aimerait savoir, Monsieur Levesque, c'est quoi le concept de cette émission-là? Très bien question. L'émission Confidence d'un leader, en fait, c'est une opportunité pour nos auditeurs de pouvoir avoir un accès, si on pourrait dire, privilégié avec des leaders chevronnés dans notre région. Et l'idée de l'émission, c'est de partager leur cheminement qu'ils ont en leadership pour qu'on puisse partager les apprentissages, les moments difficiles, les beaux moments que nous pouvons avoir en tant que leader en organisation et en tant que opportunité de mobiliser les équipes afin de pouvoir, si on peut dire, rejoindre la meilleure version d'elles-mêmes. Alors, est-ce que l'idée est venue de vous ou ça a été proposé comme ça par toute l'équipe, je veux dire la direction d'Unique FM? En fait, ça vient de moi. Il y a à peu près, je dirais, 6 ans, si je me rappelle bien, ou 6 ans ou 7 ans, je me rappelle plus vraiment, mais 6-7 ans, j'ai approché la station pour pouvoir leur proposer l'idée pour cette émission ici. Vu que je suis un expert en développement de leadership, ça me passionne et j'ai pensé que avoir une émission sur le sujet serait vraiment intéressant pour pouvoir donner les bonnes nouvelles sur le leadership, parce qu'évidemment, il y a de belles choses qu'on peut faire en tant que leader et ça a été accepté, évidemment, et on est rendu à notre 11e saison à ce point-ci. Félicitations. Et on est toujours curieux de savoir comment telle personne qu'on respecte dans peu importe le domaine a fait pour arriver là. Donc, les gens sont toujours comme à l'affût d'informations par rapport au développement d'eux-mêmes. Donc, ça, je pense que ça tombe bien là. Oui, vous dites bien, parce qu'évidemment, c'est intéressant pour pouvoir devenir un grand leader ou un bon leader, ça demande un cheminement. Et je vais vous dire, la variété des leaders que nous recevons à l'émission vient de différentes industries. Alors, nous avons évidemment compris que certaines industries ont certaines préférences à un style de leadership que d'autres. Et nous apprenons selon nos invités que, évidemment, le leadership, ça devient très personnel. Alors, il y a des moments qui nous chavirent un petit peu, il y a des moments qui nous mettent au défi et qui nous permettent de pouvoir devenir encore meilleurs parce que ça devient vraiment un cheminement personnel. Il y a des compétences, évidemment, qu'on a besoin de développer, comment parler au monde, comment dresser des situations difficiles, mais il y a des moments vraiment inspirants dans l'émission qu'on a pu partager et qu'on a pu donc témoigner de nos invités. J'aime cet aspect-là que vous faites ressortir parce que de mon point de vue personnel, il y a deux sortes de leaders en ce moment-là, dans l'ère qu'on est en train de vivre. Il y a des leaders qui sont tout juste là pour nous motiver, aller de l'avant, mais il y en a un autre modèle de leader là qui eux vraiment partagent leur histoire personnelle, ils partagent leurs coups durs et je pense que c'est ça que le monde a besoin de connaître. Oui, parce que vous savez, on pense souvent à des leaders comme s'ils ont toutes les réponses ou bien ils ont vraiment le pouvoir du Manitou, si on peut dire, du grand Manitou. Évidemment, ça prend un certain temps pour qu'un leader puisse développer cette compétence, ces visions, cette mobilisation, cette inspiration que vous avez dit et de pouvoir, en fait, être confortable avec eux-mêmes pour partager leur version d'eux-mêmes. Et pour certains, ils sont plus administratifs, d'autres sont plus charismatiques, d'autres sont plus inspirants. Alors, vous avez bien ciblé. Alors, il y a différents genres de leadership et puis certains sont adaptés dans certaines situations d'une bonne manière et dans d'autres, on réalise que le leadership n'est peut-être pas adapté à l'équipe ou n'est peut-être pas adapté à l'évolution de l'organisation où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ça devient complexe. Oui, définitivement. Puisque vous maîtrisez l'art de l'interview, là, je suis pas mal sûre que vous arrivez à faire jaser votre monde. Je vais vous dire que une des choses qu'on me dit souvent, c'est que mes invités se sentent très confortables. Pour moi, c'est important que les personnes se sentent confortables. Comme vous le savez, comme animatrice vous-même, il y a des personnes qui sont confortables devant une radio, devant un microphone, devant donc la caméra. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et exactement. Donc, mon rôle, comme je le vois, c'est comme quelqu'un qui est un catalyseur par rapport à permettre à la personne de ressortir leurs histoires, de ressortir
qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vivent en tant que leadership. Alors, c'est important de les garder confortables, mais j'ose croire que mes compétences en tant que coach professionnel permettent à la personne peut-être d'aller un peu plus loin et de se sentir plus confortable dans le sujet. Ça met des personnes au défi eux-mêmes, vous savez. Intéressant à savoir. Alors, pour cette nouvelle saison, c'est qui les leaders qui sont invités? Ah ben là, il y a des surprises. Hein? Alors, on a des leaders qui sont de différentes places, qui viennent de différents environnements. Alors, on a eu, par exemple, déjà sur l'émission, quelqu'un qui travaille pour la Banque du Canada, qui est une des personnes qui est importante par rapport à la stratégie monétaire et à la politique monétaire, devrais-je dire, et qui a bâti une belle équipe derrière lui. Donc, on a des grands leaders comme cela. On a d'autres leaders qui sont plus au niveau, je dirais, communautaire, qui nous permettent de pouvoir comprendre ce domaine-là peut-être plus personnel. Et on a eu le plaisir de recevoir la directrice générale de la FESCO, donc la Fédération des étudiants franco-ontariens, et une grande leader dans son domaine. Elle est jeune, elle a plein de vitalité, elle a des optiques différentes. Alors, on essaye de mélanger parce que le leadership, c'est pas simplement, et je voudrais pas cibler, mais l'homme qui a les cheveux gris, qui a la cinquantaine, les leaders, ça se présente de différentes manières, que ce soit hommes, femmes, jeunes, plus vieux, les compétences de leadership et les grands leaderships se retrouvent vraiment de différentes manières dans toute sa diversité. Définitivement. Ben, merci beaucoup. Et puis, on va inviter les gens à vous suivre. C'est chaque lundi de 12h à 13h, je pense, en reprise les soirs à 20h, 21h. On va les inviter à voir le site web. C'est à 19h le lundi soir en rediffusion. Vous avez bien raison. À l'heure du midi, pendant que vous mangez, ça serait une bonne opportunité d'écouter de grands leaders pour vous inspirer un petit peu. Ça peut nous donner même une idée. En tout cas, bonne journée et puis bonne saison à vous. Merci bien et à vous de même. Alors, pour vous autres à la maison, comme on l'a mentionné, c'est tous les lundis. Donc, tous les lundis, entre midi et 13h et en rediffusion à 19h, de 19h à 20h. Donc, avec Denis Lévesque qu'on vient de voir. Alors, là, maintenant, on va parler des expositions qui sont à l'affiche au Musée canadien de la guerre. Et pour en parler, qui de mieux que l'historien même du Musée canadien de la guerre, Monsieur Jeff Knox. Et j'ai envie, monsieur, qu'on dise au monde, c'était quoi la participation de l'armée canadienne dans la Deuxième Guerre mondiale? La participation du Canadien et des Canadiens et des Canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale était quelque chose de vraiment impressionnant. Nous avons une population à ce point-là d'environ 11 à 12 millions de personnes. Et parmi eux, il y avait presque 1,1 million qui se sont mis en uniforme, soit à un point ou à l'autre. Alors, ce sont des gens-là qui sont en uniforme dans le militaire, service militaire, dans l'armée, dans la marine, dans l'aviation royale du Canada, et bien sûr avec la marine marchande aussi. Mais il y avait aussi des millions d'autres Canadiens et Canadiennes qui faisaient partie de l'effort de guerre ici au Canada, soit en travaillant dans des usines, soit en travaillant sur des fermes ou dans des autres manières pour soutenir l'effort de la guerre. Alors, c'est un effort vraiment surprenant pour tout le Canada. Alors, c'est pas seulement l'armée canadienne qui s'est mise en avant dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment toute la population au total qui était dedans. Oui, c'est toute la population qui faisait soit partie de l'effort ou qui était impliquée dans l'effort ou qui ont vu les conséquences de la participation. Alors, même si on ne travaillait pas dans une usine, comme quelque part comme Brownsburg, comme exemple, on voyait les effets de la guerre quotidiennement, dans la vie normale, dans les nouvelles, dans les magasins, dans presque quelle partie de la vie, on voyait les effets de la guerre ici au Canada. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour tous les Canadiens et les Canadiennes de souligner au moins le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est important, ça? C'est important, oui, pour ces raisons-là, mais c'est aussi parce que c'est probablement parmi les derniers anniversaires où on a encore des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui sont avec nous dans le numéro. Il y a à peu près de ces plus d'1 million d'hommes et de femmes qui étaient en uniforme. Il nous reste maintenant presque, le chiffre qu'on voit assez souvent, c'est 30 000 de ces personnes sont encore avec nous aujourd'hui, 75 ans après la terminaison de la guerre. Alors,
c'est aussi de reconnaître que ces gens sont encore avec nous pendant qu'ils sont encore avec nous pour commémorer et pour être conscients de ce qu'ils ont fait. Et puis c'est bon aussi de les célébrer en même temps, parce que je sais que à chaque fois qu'il se passe qu'il y a un anniversaire, l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, vous faites quelque chose habituellement au musée pour les célébrer, ces personnes-là. Oh oui, absolument. Et cette année-ci, parce que c'est le 75e anniversaire, nous avons des plans qui se sont déroulés un peu avec quelques changements à cause du COVID. Oui, c'est ça. Complètement différemment comme nous avons planifié, mais on est encore en train de dérouler des différents événements et des expositions. Alors, nous avons des expositions en ligne que nous avons lancées en mai et en août de cette année. Nous avons aussi une exposition physique que nous venons d'installer à propos de libération des Pays-Bas et le rôle que le Canada a joué dans ces événements. Et nous allons lancer au mois de novembre aussi notre grande exposition liée au 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, Vie transformée, qui est une collection de récits personnels, de témoignages des Canadiens et des Canadiennes qui se trouvaient impliqués dans la guerre, et non tout simplement ce qu'ils ont fait durant la guerre, mais aussi les conséquences de la guerre pour eux dans leur vie personnelle, dans la vie de leur famille, de leurs amis. Alors, nous sommes en train de travailler encore sur cette exposition, mais aussi de partager ces histoires, ces récits personnels en ligne aussi pour les Canadiens et les Canadiennes. On va revenir sur les expositions qui sont déjà à l'affiche. On va parler de la première Libération qui, je sais, on peut aller la voir carrément au Musée canadien de la guerre, mais aussi en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette exposition-là? Ce qu'on va retrouver dans cette exposition, c'est l'histoire du rôle du Canada dans la libération des Pays-Bas en 1944 et en 1945. Alors, le rôle non simplement de l'armée canadienne, mais aussi de l'aviation royale canadienne, de la marine aussi, dans la libération des Pays-Bas et des récits personnels des Canadiens qui se trouvaient comme partie de ces événements. Alors, des photos, des lettres, des histoires. Et aussi, en addition, nous trouvons l'histoire des liens qui ont été créés durant la guerre entre le Canada et les Pays-Bas et entre la population de ces deux pays. On le voit ici on le voit ici en Ottawa et au Gatineau chaque année avec bien sûr avec les tulipes qui sont quelque chose d'origine de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous parlons aussi des liens très personnels entre des individus qui se sont rencontrés à cause des événements de la guerre et de la manière dont ces liens persistent jusqu'à ce jour aujourd'hui. Alors, cette exposition, comme je l'ai dit, on peut aller la voir au Musée canadien de la guerre, mais aussi en ligne. Est-ce que c'est gratuit? Ah oui, c'est gratuit. Ça fait comme partie de l'entrée du musée. Alors, c'est dans la partie de la musée qu'on peut visiter. Nous avons les détails sur notre site web à propos des précautions et des autres et de nos heures d'ouverture de la musée, parce que nous avons bien sûr des précautions en place maintenant pour nos visiteurs. Et c'est aussi disponible en ligne sur notre site web. Alors, nous voulons le partager avec autant de monde que possible. Alors, nous avons les versions en ligne, mais nous avons les versions deux-dimensionnelles, trois-dimensionnelles, véritablement physiques dans le musée, où le public peut venir le voir en personne. Alors, il faut toujours visiter le site web, monsieur, madame qui nous écoutez, pour pouvoir savoir c'est quoi les disponibilités pour vous rendre déjà au Musée canadien de la guerre. La deuxième exposition dont notre historien va nous parler maintenant, c'est le Canada en guerre contre le Japon. Moi, c'est nouveau pour moi. Ah oui, et ça c'est partie de la raison que nous avons créé cette exposition. C'est pour raconter l'histoire du parti que le Canada et les Canadiens et les Canadiennes ont joué dans la guerre contre le Japon, mais aussi pour les conséquences de ce conflit, non tout simplement outre-mer, mais aussi ici au Canada. Parce que comme les autres parties de la Seconde Guerre mondiale, il y avait
des grandes conséquences pour les Canadiens, pour les Canadiennes ici au Canada après que la guerre contre le Japon a commencé pour le Canada en décembre 1941. Alors on parle non tout simplement des batailles outre-mer comme la bataille de Hong Kong ou les Canadiens qui se trouvaient dans les îles Aléoutiennes qui font partie de l'Alaska. Alors c'est une partie de la guerre qui n'est pas tellement bien connue. Ou les Canadiens qui se trouvaient en Inde, en Asie du Sud-Est, au Pacifique. Mais on parle aussi des mesures, des événements qui se sont déroulés ici. Alors, les défenses côtières sur la côte ouest, mais aussi les conséquences de la guerre pour les Canadiens japonais. Oui. Et alors, ça fait bien partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dont assez beaucoup de monde est conscient. Ce sont des événements qui continuent à avoir des conséquences jusqu'à ce jour-ci. Et alors, ça fait aussi partie de l'exposition, de parler des conséquences de la guerre au Canada, mais des conséquences qui continuent jusqu'au jour, jusqu'à maintenant, en 2020, parce qu'il y a encore des gens qui sont impliqués dans ces événements et qui vivent avec les conséquences des événements aussi. Et puis cette exposition-là, elle est vraiment bien détaillée. Je suis allée voir sur le site web, là, c'est vraiment bien détaillé, là. Elle est en ligne, seulement en ligne, qu'on peut la voir. Et puis, est-ce qu'elle est en 3 dimensions, juste par curiosité? Il n'y a pas de plan à ce point-ci de le mettre en 3 dimensions. Alors, c'est une exposition qui est entièrement virtuelle. Alors, nous avons pris avantage de cette situation d'ajouter des autres artefacts et aussi des œuvres d'art qui sont assez difficiles de mettre dans des expositions parce que ce sont des œuvres sur papier. Et alors, il y a plus de lumière, ça cause des problèmes. Alors, nous avons ajouté des œuvres que beaucoup de monde n'aura jamais vues parce qu'ils ne sont pas montrés très souvent physiquement, alors ils sont montrés virtuellement. Alors des œuvres par Bob Howarth et par des autres artistes qui ont dépeint des situations sur la côte ouest, mais aussi dans les îles Aléoutiennes. Alors c'est une addition que nous avons fait quand nous avons décidé que ça serait une exposition en ligne. Mais merci beaucoup, M. Knox. Bonne journée et puis merci pour les informations que vous avez partagées avec nous autres. Bonne journée. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le www.museudelaguerre.ca. Pourquoi pas déjà pour prendre vos billets en ligne avant de vous rendre au Musée canadien de la guerre. Et si vous voulez rester dans le confort de chez vous, pouvoir voir les expositions en ligne. On va basculer maintenant dans le monde de l'éducation et on va parler de la toute nouvelle campagne, en fait, du Centre Franco qui a été lancé, je pense, il y a juste quelques semaines, qui va aider vraiment les enseignants et enseignantes à se donner encore plus, on va dire, pour les jeunes. Bonjour. Monsieur Deschamps, vous êtes le directeur du Centre Franco. Est-ce qu'on pourrait déjà même mettre en contexte, en fait, votre travail et votre rôle dans la province ici? Ben oui, absolument. Le Centre Franco, comme vous le savez peut-être, on est au service des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario depuis maintenant plus de 46 ans. Et donc, on offre déjà des projets. On développe beaucoup de ressources pédagogiques, des cours en ligne et plein d'autres ressources qu'on développe déjà pour les élèves des écoles de notre province. On offre aussi du développement professionnel, donc on a des équipes et des projets qu'on offre pour appuyer les enseignants dans leur perfectionnement professionnel et sans compter toutes les qualifications additionnelles aussi qu'on offre dans le cadre de l'Ordre des enseignants. Et on a plein d'autres projets au niveau de la gestion, par exemple, plus de divers projets qu'on gère pour le ministère de l'Éducation au bénéfice des écoles de langue française de l'Ontario. Donc, justement, ce nouveau projet-ci qui a débuté, comme vous dites, depuis quelques semaines, c'est un nouveau projet qui est financé par le ministère de l'Éducation et Patrimoine canadien. C'est un projet qui vise vraiment à aller recruter, en ce temps de pénurie des enseignants, d'aller recruter des gens là, pour venir travailler et venir laisser leur marque dans nos écoles. Et puis, c'est pas juste le recrutement. J'ai bien aimé comment ça a été présenté sur votre site web. On parle de recrutement, mais aussi de rétention des enseignants. Donc, 2 choses en même temps. Oui, tout à fait. Bien, on sait que c'est comme n'importe quel domaine.
On sait que j'ai pas de statistiques à l'appui, mais n'importe quand un élève commence ou un adulte commence carrière dans un domaine, je pense qu'il y a un temps où est-ce qu'il doit s'adapter à ce nouveau travail. Définitivement. Donc, en enseignement, ce n'est pas différent. On sait qu'il y a des enseignants après 3-4 ans qui décident de changer de carrière. Donc, nous, on veut parler aussi de rétention pour mettre en place des mesures qui vont appuyer ces enseignants-là pendant leurs premières années d'enseignement. Parlant de mesures qui vont venir appuyer ces enseignants et enseignantes, là, il y a 3 grosses initiatives qui ont été lancées, comme il y a quelques semaines par rapport à votre stratégie, votre plan de marche. Le premier, c'est Enseigner en français qui a pour thème « Viens laisser ta marque ». Ça, c'est très évocateur. Oui, tout à fait. Et je pense que comme enseignant, on a toujours dit qu'un enseignant, c'est une vocation et je le crois fortement. Donc, on cherche à faire toutes sortes de démarches pour encourager soit les jeunes du secondaire qui pensent peut-être un jour à une carrière dans l'enseignement, mais aussi il y a des gens qui sont dans les universités présentement qui pourraient aller faire leurs 2 ans à la faculté d'éducation. Il y a des gens peut-être qui sont à la faculté et qui ne savent pas trop où aller enseigner par la suite. Mais aussi, on vise des gens à l'international, partout au Canada et partout dans le monde, pour les encourager à venir enseigner en Ontario, en français en Ontario. Et puis, si les gens se demandent qu'est-ce qui se trouve dans cette première stratégie-là, j'ai pu voir plein d'affaires là, qui sont vraiment accessibles. Là. Ce sont des dépliants, des vidéos, et puis tout en fait pour vous inciter à venir entrer dans ce métier-là. Oui, bien, ça commence tout d'abord avec un site web qui s'appelle enseignerinfrançais.ca. Alors, sur ce site-là, on a mis toute l'information nécessaire pour savoir ce que ça prend pour enseigner en Ontario. Évidemment, on doit être qualifié et reconnu par l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Mais on a aussi toute l'information sur nos conseils scolaires de langue française et on va développer des capsules aussi pour aider ces enseignants-là à comprendre un peu comment ça fonctionne dans le système de langue française en Ontario, qui est quand même, qui a ses particularités comme n'importe quelle autre province, évidemment. Donc, sur ce site-là, on peut retrouver plein de belles ressources qui vont aller informer n'importe qui serait intéressé et curieux par l'enseignement. La deuxième stratégie, là, si on peut en parler maintenant, c'est moi j'enseigne et je l'aime beaucoup. Je ne suis pas enseignante là, mais je l'aime beaucoup à cause de la flexibilité qui s'y trouve. Oui, tout à fait. Alors, on trouvait que dans l'élaboration de ce projet-ci, ce qui était important, c'était quand un enseignant une fois qu'il a été embauché, il faut être capable de l'appuyer, de l'encadrer pour quelques années. Donc, on a un service de jour. Dans chaque conseil scolaire, on a un conseiller pédagogique qui est là pour appuyer le nouveau personnel enseignant et les appuyer dans leur démarche au niveau de la planification, l'évaluation au service d'apprentissage, et même au niveau de stratégies gagnantes à utiliser pour enseigner tel contenu. Alors, cette conseillère pédagogique-là, elle est disponible le jour, mais aussi on a un service le soir où le centre, on a embauché des enseignants, des conseillers pédagogiques avec beaucoup d'expérience pour pouvoir appuyer aussi ces enseignants-là le soir, parce que souvent les enseignants, c'est le soir, une fois qu'ils n'ont plus d'élèves devant eux, qui sont en préparation et qui ont des questions. Donc, ils sont en mesure de soit envoyer un courriel ou téléphoner, envoyer un texto ou clavarder avec un enseignant expert en soirée pour l'aider au niveau de ces questions particulières. Surtout pour ceux qui veulent se lancer dans l'enseignement, qui sont encore indécis. C'est ça que j'aime. Là, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour les débutants, un programme pour les débutants qui est en jour. Et le fait de clavarder, là, je pense que c'est devenu la nouvelle norme avec la pandémie. Ça se fait rapidement. Fait qu'on peut avoir les réponses à nos questions tout de suite, là. Oui, tout à fait. Puis, on a calqué un peu ce modèle-là selon notre projet qu'on gère déjà, le projet Eureka. Avant ça, qu'on connaissait sous le nom SOS Devoir. Alors maintenant, c'est Eureka. C'est un service d'aide aux élèves et aux parents. Donc, on a calqué ce service-là pour les enseignants, justement. Mais ça permet de donner aux enseignants
disons, cet appui-là pour le rassurer aussi. Et on les aide, pas aussi au niveau de la gestion de salle de classe, mais je veux dire aussi à ce temps-ci de l'année assez spécial avec une rentrée scolaire qui est très particulière. On a des enseignants qui ont peut-être 20 ans d'expérience et c'est la première fois qu'ils doivent enseigner à distance. Donc, même si le projet était initialement conçu pour les enseignants avec moins de 2-3 ans d'expérience, on se voit maintenant aider aussi à des enseignants qui ont 20 ans d'expérience et qui ne savent pas nécessairement, là, ils ont besoin d'un appui pour savoir comment enseigner à distance. La troisième grosse initiative là, qui s'en vient avec cette campagne-là, c'est les capsules d'auto-information. C'est quoi le contenu de ces capsules-là? Alors, ça va être des capsules de formation que les enseignants vont pouvoir écouter de leur gré sur leur temps. Et pour les informer, entre autres, par exemple, il va y avoir certaines capsules qui vont être destinées aux nouveaux personnels immigrants qui veulent découvrir justement l'Ontario français et le contexte multiculturel et de nos écoles. Il va y avoir des capsules, par exemple, au niveau de la gestion de salle de classe, qui est générale et pertinente pour tous. Okay. Même chose au niveau de l'évaluation au service de l'apprentissage. On a en Ontario des pratiques au niveau de l'évaluation qui sont bien définies. Donc, ces capsules-là vont guider ces enseignants-là à savoir quelles sont les attentes qu'on a envers nos enseignants lorsqu'on enseigne en Ontario. En fait, c'est un bijou que les enseignants ou même ceux qui aspirent à ce métier-là ont avec... Qu'est-ce que vous offrez avec la campagne? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, ça leur permet en même temps de connaître le Centre Franco aussi, étant donné que nous coordonnons cette initiative-là. Et par le même fait, avoir accès à toutes les autres ressources et services que le Centre offre dans les écoles de langue française. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, et je voulais vraiment le mentionner même avant que je l'oublie, c'est le terme de confidentialité. Donc là, peu importe si vous êtes ancien enseignant, vous êtes là depuis 20 ans dans le métier, là, tout sera confidentiel. Donc vous n'avez pas peur que vos informations soient comme propagées partout. Absolument, tout à fait. Quand les gens appellent, c'est tout à fait, je dirais pas anonyme, parce que oui, c'est ça. Ils ont besoin de mettre des identifiants et autres. Oui, tout à fait. Mais en même temps, on est là pour les aider. Il n'y a pas personne qui sait de quoi on a parlé ou avec qui on a parlé, non. Est-ce qu'en ce moment-là, il va nous rester 1 minute 30, là, est-ce qu'il y a des enseignants qui ont embarqué depuis que la campagne a été lancée? Oui, tout à fait. Bien, on a fait le lancement la toute dernière semaine du mois d'août, évidemment avec une rentrée assez particulière. On essaie de faire le plus de promotion possible auprès de nos écoles. Et oui, on a déjà nos enseignants qui sont, nos conseillers pédagogiques qui sont déjà très occupés à appuyer. Dans les écoles, c'est assez facile d'identifier le nouveau personnel enseignant qui est là parce qu'on les conseils les connaissent, ils les ont embauchés. Donc, c'est assez facile de leur apporter un appui. Nous, en soirée, on reçoit déjà des appels. Donc, on est bien contents. Merci beaucoup, M. Deschamps, pour tout ce que vous faites là pour le monde de l'éducation. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour cette campagne. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Alors, pour vous autres à la maison, que vous soyez enseignant déjà ou même aspirant à ce métier-là, je vous inviterai à visiter les ressources du Centre Franco au www.lecentrefranco.ca. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain en studio à partir de 11h. Et demain, dans notre rubrique Acheter local, on va parler avec Claire Lauzon, qui est propriétaire de la boutique Ma Cuisine, qui est juste dans le marché Bail. Fait qu'on va parler de comment elle vit la pandémie et vraiment vous inviter à aller la voir là-bas. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Il y a de la neige sur le bord, la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez